Beaucoup d'entre nous avons des enfants qui ont entre 6, 10 ans. Et souvent, on pose la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Croyez-moi, si votre enfant vous dit « je ne sais pas », n'allez pas consulter un psy. Il va très très bien. Au contraire, c'est lui qui a tout compris. Parce que les métiers, déjà qu'ils évoluent rapidement, mais que dire à l'heure de l'IA? Un véritable bouleversement. Donc, cette conférence me tient énormément à cœur parce que, tout d'abord, elle sera présentée par une personne de très grande valeur. Un ancien ministre de l'Emploi de la République tunisienne qui, dès les années 80 et 90, était un grand visionnaire et a travaillé énormément sur l'adéquation du monde universitaire et du monde de l'entreprise. Évidemment, notre expert est consultant en transformation digitale et a bien évolué et a confirmé toujours sa première position. Les métiers d'aujourd'hui seront-ils là encore demain? Est-ce que les métiers d'aujourd'hui pourront nous satisfaire demain? Quel est le futur du métier, le métier du futur? Je vous prie d'accueillir chaleureusement Monsieur Slim Etletli. Applaudissez, je vous prie. Après Slim, nous aurons donc 2 interventions avant le déjeuner. On va prendre une petite pause avant de nous intéresser évidemment aux ateliers et nous irons soutenir nos kids pour voir. Slim, c'est bon? Bon, je vais commencer le temps que... le malheur, c'est que j'ai un Mac et des fois, il y a des incompatibilités. Alors, on va le mettre directement. Voilà. Alors, merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui préoccupe pas mal de personnes, entre autres des politiques aujourd'hui qui s'occupent de politique publique et en particulier de jeunes. J'ai fait cette conférence dans 2 universités et ça a attiré l'attention de beaucoup de jeunes et d'enseignants. Merci pour les organisateurs de m'avoir invité pour cet exposé auprès de cette magnifique présence. Alors, le titre de mon exposé est « Les métiers du futur et le futur des métiers ». Cela semble un jeu de mots, simplement. C'est très loin d'être un jeu de mots. Les métiers du futur sont des métiers qui vont émerger dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et nous allons voir quelles problématiques cela pose. Maintenant, le futur des métiers, ce sont des métiers aujourd'hui qui existent, mais dont le contenu en compétences va totalement changer. Et je prendrai juste 2 ou 3 exemples en médecine. Le chirurgien continuera à être chirurgien, mais il va falloir qu'il apprenne à manipuler un robot. Un médecin chirurgien à Tunis peut faire une opération à distance à Gafsa avec l'aide d'un robot. Deuxième exemple, en médecine, la radiologie. Un radiologue aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas lui qui fait un IRM ou un scanner. Le radiologue, en fait, fait des diagnostics. C'est un technicien qui vous fait aujourd'hui la radio, l'IRM ou le scanner. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on le sait, est 50% plus fiable que le diagnostic fait par un radiologue. Et alors la question, que devraient être les compétences d'un radiologue dans le futur? Le métier va continuer. 3e exemple, rapidement, que nous vivons tous les jours, mécanicien automobile. Les mécaniciens, dans le temps, c'était
Italiens qui savaient manipuler une tournevis et qui avaient une ouïe très fine. Ils règlent le moteur en utilisant un tournevis simplement. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous allez dans un garage, il y a quelqu'un qui est en blouse blanche propre d'ailleurs, qui amène un ordinateur, qui le plug, il le connecte à la voiture et il vous fait le diagnostic et il vous change simplement des cartes électroniques. Demain, avec les voitures électriques, ce mécanicien aura nécessairement beaucoup plus d'autres compétences. Et donc, comment on va préparer l'avenir? C'est ça la question. Et ce que je vais vous exposer est le fruit de plusieurs lectures, réflexions par des bureaux d'études, par des think tanks. Il y a un fameux rapport de la Banque mondiale qui a fait beaucoup de bruit, The Future of Work, paru il y a quelques années. Et nous parlons là d'un horizon de 15 à 20 ans. On ne parle pas de demain, on parle d'un horizon de 15 à 20 ans. Et avant de démarrer, j'ai 3 remarques préliminaires ou liminaires. La première remarque, c'est que ceux qui pensent que l'avenir sera une simple projection de notre présent se trompent lourdement. C'est comme conduire une voiture en regardant continuellement dans le rétroviseur. Ma deuxième remarque, c'est que d'abord, je n'ai pas la prétention d'être devin, ni de prévoir l'avenir, ce n'est pas du tout le cas, mais aujourd'hui, il y a des études, des réflexions, des analyses qui nous permettent de cerner les futurs possibles. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le magazine Futurible. Futurible, c'est les futurs possibles. Troisième remarque, c'est qu'on ne peut prédire exactement le futur, mais on peut le façonner. Henri Bergson, philosophe français, a dit « L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire ». Voilà. Alors, donc, je citerai simplement 2 ou 3 références importantes. En fait, mes références sur cet exposé sont multiples. Je parlerai de Dell et de l'Institut du futur, le think tank californien, qui a fait toute une étude. Le livre de Darrell West, The Future of Work. La même chose aussi de l'étude de la Banque mondiale que je viens de citer. Donc voilà le sommaire qui va nous guider. Alors, quel est le contexte de notre réflexion? D'abord, nous vivons dans un monde en transformation profonde et... Oh, pardon, je suis en train de passer mes slides alors que c'est là. En transformation profonde et rapide. Alors, transformation est un terme qui n'a rien à voir avec évolution. L'évolution est une dynamique incrémentale. On change d'un état vers un autre, alors que la transformation est disruptive. On est aujourd'hui, si j'utilise le mot évolution, dans une évolution qui est en rupture totale par rapport au passé, et il va falloir absolument le comprendre. Alors, juste quelques chiffres. Cette technologie, d'abord 80% des emplois les plus recherchés sur LinkedIn aujourd'hui, 80% n'existaient pas il y a une dizaine d'années. 50% du top 500 entreprises auront disparu dans 10 ans. Et 85% des emplois en 2040, 85% des emplois en 2040 n'existent même pas aujourd'hui. Ces transformations sont
générés aujourd'hui, accompagnés par les NBIC. NBIC, N, nanotechnologie, B, biotechnologie. Le I, c'est les technologies de l'information. Et les C, c'est aujourd'hui la technologie cognitive, les neurosciences. Ces technologies sont en train de converger fortement et vont constituer le futur du marché de l'emploi. Alors, quelques autres données du think tank californien que je viens de citer, il dit que dans 20 ans, 45% des emplois vont disparaître. Évidemment, on va en créer d'autres, mais 45% des emplois actuellement, c'est-à-dire des compétences actuelles, ne seront plus utiles. 2/3 des écoliers de la maternelle, aujourd'hui, ceux qui rentrent dans l'école primaire, leur première année maternelle, école primaire, 2/3 aujourd'hui vont être dans des emplois, des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Et alors, évidemment, est-ce inquiétant? Et quelle est la question qui se pose? Quels sont les impacts de ces transformations? Il y a 2 questions importantes sur la dynamique du marché de l'emploi et quelle est l'ampleur de ces impacts. Là, il y a 2 thèses, les optimistes et les pessimistes. Alors, un courant majoritaire que j'appellerai schumpeterien, Schumpeter a écrit la thèse de la destruction créatrice. On détruit pour créer. On va détruire de l'emploi, mais on va en créer davantage et même plus. C'est ce qui s'est passé au début du siècle dernier avec la révolution industrielle où on a cru que l'industrie et avec les machines, etc., va tuer beaucoup, détruire beaucoup d'emplois. On en a créé en fait beaucoup plus. Ça, c'est la thèse schumpeterienne, Joseph Schumpeter, donc, avec son concept donc, de destruction créatrice. Et les pessimistes, maintenant, qui parlent de création destructrice. Ces nouvelles technologies, la convergence de ces nouvelles technologies va détruire de l'emploi beaucoup plus qu'elle va n'en créer. Et donc, il y aura un chômage de masse. Il y a Pierre-Noël Giraud qui a écrit un fameux livre, L'homme inutile. Useless people. Les gens vont être en chômage de masse, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais parce que l'économie ne créera pas autant d'emplois qu'elle n'en a détruit. Et ceci va avoir évidemment une incidence importante sur la mobilité sociale, sur le marché du travail. Alors la réponse se trouve certainement entre les deux. On ne va pas faire de prédiction. On ne sait pas très bien entre les optimistes et les pessimistes. Elle va se trouver probablement entre les deux. Mais la question qui est importante, comment on va préparer les gens à cette nouvelle donne, à ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Alors, quels sont les facteurs de risque pour l'emploi, en fait? C'est aujourd'hui l'IA, l'intelligence artificielle, facteur de risque important, l'automatisation et la robotisation, et tout cela, en fait, est lié. Je veux citer l'étude réalisée par Roland Berger qui pointe que 42% des métiers actuels sont automatisables. Goldman Sachs, la célèbre banque d'affaires new-yorkaise, n'emploie actuellement que 2 traders dans son desk trading, alors qu'elle en avait 600. Elle a mené un basculement vers le trading électronique à haute fréquence
qui représente aujourd'hui 99% des transactions grâce au recrutement de 500 ingénieurs avec des salaires 5 fois moins importants parce que les traders sont intéressés sur le chiffre qu'ils réalisent, 5 fois moins importants, et qui pilotent simplement, ces ingénieurs, des algorithmes pour gagner des sommes, certes infinitésimales, très faibles gains par transaction, mais il y a des millions de transactions par seconde qui se font sur le web. Les télémarketeurs, remplacés par les chatbots, aujourd'hui, automatisation d'un métier, les conducteurs, vous avez vu certainement aujourd'hui des taxis aux États-Unis sans conducteur, les trucks, les camions sans conducteur, et donc il va y avoir de la destruction. Et je citerai un dernier exemple qui est très récent, le groupe international Onclusive. Le groupe international Onclusive, il est dans la veille médiatique et il se trouve dans la banlieue parisienne, travaille beaucoup avec le ministère de la Défense, ils font de la veille médiatique. Qu'est-ce qui se dit dans le monde, quelles sont les analyses, etc. Ils vont ramasser tout ce qui s'écrit, tout ce qui s'analyse, et ils font des rapports pour leurs clients. Eh bien, Onclusive, qui a 383 salariés, entre le mois de janvier et juin de cette année, ils ont licencié 217 employés. Ces derniers qui ont été licenciés ont été remplacés simplement par de l'intelligence artificielle. Les emplois de routine, un geste ou un processus aujourd'hui qui est répété 1 ou 2 fois par un humain peut être fait par une machine. Voilà donc les impacts aujourd'hui sur l'emploi. Alors, juste, ça aussi, c'est une étude faite par le Pew Research Center et qui estime les pertes d'emploi dans un certain nombre de secteurs. Vous voyez que le secteur de l'éducation, qui va être touché avec le e-learning aujourd'hui, et en bas du tableau, je prends le retail et l'hospitality, c'est-à-dire l'hébergement, les hôtels. Plus de 40% des emplois seront touchés aujourd'hui par l'IA, la robotisation et l'automatisation. Bon, j'avais une vidéo, mais on n'a pas le temps pour vous montrer un magasin Amazon sans caissier, sans aucun employé. Et que tout est dirigé par aujourd'hui des robots et de l'intelligence artificielle. Voilà un autre robot, Pina, que j'ai rencontré à Malte, dans un hôtel. Je rentre à l'hôtel à 11h du soir, j'ai un peu faim et je dois commander une omelette. Ben, je tape sur une tablette, la commande va à la cuisine, il n'y a pas de cuisinier, c'est un robot, une omelette, ce n'est pas compliqué, hein. C'est un robot qui vous prépare l'omelette. Il appelle Pina, il lui met sur le plateau. Pina monte, pas les escaliers, il monte à l'ascenseur. Bon, il peut monter à l'escalier aussi. Il sonne et il vous livre le... Pina, quel est son intérêt, Pina? Pina travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Il a besoin juste qu'on le branche pour qu'il charge sa batterie, c'est tout. Il ne fait pas de grève, il ne demande pas d'augmentation de salaire. Et ça existe. Aujourd'hui, il y a des hôtels au Japon, à Tokyo, entièrement. Alors, oui, Leila est à côté de moi, c'est-à-dire que je dois faire très vite. Alors, il va y avoir une dynamique nouvelle sur les formes du travail, le travail partagé, le travail à la demande, je passe tout ça. Le marché du travail va changer totalement. Et c'est la fin de l'emploi à plein temps, la nomadisation. Il y a des études qui montrent, Jeremy Rifkin d'ailleurs, montre que grosso modo, dans une carrière, on va changer 12 fois de job au cours de sa carrière professionnelle. Excusez-moi, je vais utiliser un mot que seuls les Tunisiens comprennent. Mosmar Fihit, c'est terminé.
dans le futur. Vous allez changer 12 fois de travail au cours de la prochaine étape. Alors, quel est l'enjeu pour l'apprentissage? J'ai 2 minutes, je termine. Quel est l'enjeu pour l'apprentissage? Formation initiale. Évidemment, il va falloir qu'on imagine autre chose, et je vais vous dire quoi. Évidemment, décloisonnement de l'université et de l'entreprise, et surtout, voilà le maître mot, comme on est dans une dynamique d'obsolescence rapide des connaissances et des compétences, il faut qu'on aille vers le LLL, qui est Life Learning, Long Life Learning. Apprendre tout au long de la vie. Et donc, quand on dit décloisonner l'université, l'université ne sera pas le lieu où uniquement des étudiants vont aller étudier, mais c'est aussi recevoir aujourd'hui des cadres qui veulent améliorer ou acquérir de nouvelles compétences. Alors, quelles sont ces compétences? Je passe très vite. Je reviens. Juste là, les compétences scientifiques et techniques, mathématiques, algorithmes, statistiques, analyse de données, c'est juste des exemples. Et les domaines qui vont s'appliquer, soit data scientist, cybersécurité, tout à l'heure, j'ai donc suivi une intervention sur ça, télémédecine, système d'information de santé, environnement, management, tout ça. Voilà, donc les fondamentaux. Alors, mais j'ouvre juste une parenthèse pour dire que nous sommes aujourd'hui 40% des bacheliers sont scientifiques, 60% sont dans d'autres matières qui n'ont aucun intérêt pour le futur, et il va falloir transformer tout cela. Les compétences transverses, évidemment, ça c'est des compétences importantes. J'en citerai que 3. L'aptitude à la collaboration, le travail d'équipe est fondamental, est important pour le futur. On n'innove plus tout seul. Les chercheurs qui sont dans leur coin à trouver quelque chose, c'est terminé. Aujourd'hui, l'innovation et la création se fait en équipe. L'intelligence sociale et émotionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, aujourd'hui c'est fondamental. L'analyse et la résolution de problèmes, apprendre à résoudre des problèmes. Voilà des compétences qui sont importantes. 2/3 des gens qui ont quitté leur boulot pour le changer, c'est une enquête récente, disent c'est parce que l'environnement en termes d'empathie, d'ambiance sociale dans l'entreprise n'est plus viable et ils partent. Ce n'est pas pour des raisons de salaire. Fondamentalement, voilà qu'il faut que les gens acquièrent dans le futur. Alors, j'ai terminé. Voilà. J'ai terminé, pardon. Mais je voudrais vous raconter une anecdote. Alors, on finira sur cette anecdote. Anecdote, j'ai une parente qui a 15 ans et qui vit à l'étranger. Oui. Et cette jeune m'a montré quelque chose. On lui a demandé de préparer une présentation sur le cancer du sein. D'accord. 14-15 ans d'âge. Ouais. Et on a désigné un groupe de 3 pour le faire. C'est quoi cette histoire, cancer du sein? C'est quoi le cancer du sein? Quelles sont ses causes? Comment faut-il faire de la prévention? C'est ça. Des choses comme ça. Et après, j'ai compris pourquoi on lui a donné cet exercice. En fait, ce n'est pas pour savoir ce que c'est que le cancer du sein et comment on le traite et comment on fait de la prévention. Non. C'était 2 choses. Comment apprendre à apprendre? Comment aller chercher de l'information? Et deuxièmement, comment travailler collectivement à 3 pour produire un document. C'était ça, en fait, ce qu'on apprend aux jeunes. L'objectif de l'exercice. Et donc, 2 qualités essentielles. Apprendre à apprendre, mais quand je dis apprendre à apprendre, le plus difficile, c'est apprendre à désapprendre. Tout à fait. Deuxièmement, agilité et interaction.
Et en fait, les deux vont interréagir. Quand vous êtes agile, vous bougez, ça vous facilite votre apprentissage et apprendre à apprendre. Et quand vous apprenez à apprendre, ça vous donne un peu plus d'agilité dans votre vie. Voilà, je conclus, si tu permets, ça y est. Alors, OK. Tu me donnes 15 secondes. 15 secondes. 15 secondes. Tout à fait. C'était très riche, très intéressant. Malheureusement, on est pris par le temps, Sislim. Oui, oui. Alors, comme vous avez pu le constater dans mon exposé, hein, toutes les analyses convergent sur un point, c'est que, quelle que soit l'ampleur de la transformation et des impacts, aujourd'hui, les politiques publiques doivent tenir compte et préparer l'avenir. Les gagnants, pays, entreprises ou individus, seront ceux qui sauront anticiper l'avenir en apportant assez tôt les réponses aux multiples enjeux et développements économiques et humains. Merci pour votre attention. Excellente conclusion, on l'applaudit chaleureusement. Merci Sislim, c'était réellement très enrichissant. Je pense que ça va nous permettre de nous poser les véritables questions et de se rendre compte qu'au final, nos enfants ont peut-être tout compris aujourd'hui dans leur mode agile. On a du mal à suivre, hein. Mais ils sont prêts, hein. Ils sont peut-être plus prêts que nous. Donc, il est temps de se remettre en question et il est temps d'apprendre à désapprendre parce que ce qu'on a appris n'est peut-être pas forcément juste ou en tout cas n'est plus d'actualité, obsolète. Merci Sislim. On le remercie encore une fois. Bravo.